Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Francis Desharnais, auteur de bandes dessinées et de livres jeunesse versatiles et résolument fort talentueux, qui signe les illustrations de l'album Chasseurs de trésors, enquête sur la dissémination du patrimoine religieux au Québec, une passionnante enquête dessinée d'Isabelle Larreau, publiée ces jours-ci à La Pastèque, en collaboration avec Atelier 10. Francis Desharnais, salut! Salut Jean-Dominique. Hey, très, très heureux de te recevoir au micro de mon balado. Écoute, j'aurais pu te recevoir pour mille et une raisons. D'une part parce que tu es un auteur de bande dessinée, un auteur jeunesse très, très productif. Et tu vas aussi dans différentes zones. Ce que j'aime beaucoup, Francis, avec toi, c'est que un nouvel album de Francis Desharnais, c'est un peu comme un billet de loterie. C'est comme un sac à surprise. On ne sait jamais vraiment quoi on va assister, mais on sait qu'on Qu'on va sera gagner. jamais déçu. Oui, qu'on va gagner. Exactement. Belle analogie. Alors, je te reçois notamment dans le cadre de la sortie de Chasseurs de trésors, enquête sur la dissémination du patrimoine religieux au Québec, une collaboration avec la journaliste Isabelle Larreau en coédition Atelier 10 La Pastèque. Alors, un album, une enquête dessinée passionnante à lire, Francis. Et, euh, et je veux le dire d'entrée de jeu, je veux te féliciter, passionnante parce que, contrairement, et je le disais en micro, donc je vais le dire au micro, au risque de me répéter, contrairement à la grande, grande majorité de ce genre-là en bande dessinée, l'enquête dessinée, où on sent souvent que les illustratrices et les illustrateurs n'ont pas vraiment une connaissance intime du médium de la bande dessinée. Alors là, toi, dans ta collaboration, tu as vraiment livré un album de bande dessinée euh, inventif au niveau du découpage, de la mise en page, au niveau des trouvailles graphiques. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Euh, C'était le défi, en fait, de ce projet-là. Euh, Moi, ce que je me disais, c'est qu'il faut que la lecture soit le plus intéressant, la plus intéressante possible pour que... Parce que, bon, on va se le dire, c'est quand on lit le titre, le sous-titre surtout, Enquête Ouais. sur la dissémination du patrimoine religieux québécois, ça peut avoir l'air un peu dry, un peu sec, tu sais. Fait que je me disais, moi, je connaissais très peu de choses. Moi, je m'intéresse à l'histoire du Québec, à l'histoire de l'art et à l'histoire de l'art du Québec. Fait que, même si, mettons, c'est pas le type d'art, moi, qui me fait le plus vibrer, mais à cause de tout ce que ça représente, je me disais, ah, mon Dieu, faut essayer de faire le maximum pour que les lecteurs, les lectrices euh, se rendent au bout de cette enquête-là qui est, comme tu le dis, qui est passionnante, tu sais. Donc, ça a été c'était mon défi à moi. Donc, c'était de trouver des façons de, de rendre l'information digeste, puis Mhm. de rendre l'information agréable à lire, surtout, tu sais. Euh, Ce que je déplore, moi, souvent dans les enquêtes en bande dessinée, c'est que tu vas avoir, mettons, j'appelle ça les têtes qui parlent, là. C'est que tu vas Ouais. voir le dessin de la personne qui parle avec une espèce de pavé de texte autour, puis que là, tu lis du texte, puis tu as juste un petit dessin de face, puis c'est tout, tu sais. Fait que ça, j'ai essayé d'éviter ça le plus possible, puis de vraiment, ben, raconter une histoire. Et comme c'est une histoire c'est des rencontres entre la journaliste et les différents protagonistes qu'elle interroge, ben, je pouvais avoir recours, ben, justement, à des dialogues. Donc, déjà, ça peut être un peu plus vivant. Ouais. Aussi, c'est les lieux. Les lieux peuvent être, ben, autant que possible. Ça aussi, c'est un défi parce qu'il y a beaucoup de rencontres qui ont eu lieu par vidéoconférence. Fait que c'était essayer de rendre ça c'est ça, le plus vivant possible en ayant recours à toutes les ressources de la bande dessinée, là. Parce qu'il faut le dire, effectivement, c'est souvent le piège qui guette ce type d'entreprise-là, c'est-à-dire qu'on est saoulé jusqu'à plus soif d'informations.
tellement qu'on en vient à se demander ben, pourquoi pourquoi en tirer une bande dessinée de ça alors qu'on aurait très bien pu écrire un essai. Puis là, Ouais. bon, ben, il y a différentes réponses à ça. Il y a le fait que plusieurs éditeurs qui, flairant la popularité du médium, se disent tiens, tiens, je vais essayer d'explorer cette talle-là. Et c'est beaucoup le cas en Europe. Ici au Québec, des enquêtes dessinées, bon, outre la collaboration de la Pastèque avec Atelier 10, je pense qu'il faut quand même mentionner le travail de Christian Canel, notamment Mhm. avec Mégantic et avec Transmission. Oui. Mais c'est pas un genre qui est encore très, très populaire au Québec. Ouais. Et comme tu le disais, effectivement, quand on t'a lu, Francis, on sent très bien que cet album-là est la jonction de deux de tes passions, c'est-à-dire l'histoire du Québec et l'art. Et évidemment, tous celles et ceux qui ont lu La Petite Russie, publié aux éditions Papa, ou qui ont lu aussi ton album jeunesse, moi, que je trouve délectable sur Claude Gauvreau, parce qu'il fallait le faire. Hein. Expliquer la poésie de Claude Gauvreau aux enfants, je veux dire, il n'y a que toi qui pouvais faire ça. Euh, donc voilà, et je pense que le plus grand mérite de cet album-là, en tout cas de ton travail sur cet album-là, c'est qu'une fois qu'on embarque, on est captif au niveau de l'hypnose de lecture, c'est-à-dire que ton apport scénaristique, ta mise en page, ton découpage fait que, oui, l'information est digeste et oui, on embarque là-dedans et on veut pas sortir de la lecture. On se dit, OK, on se rend au bout. Et moi, je t'ai lu d'un seul trait sur ma tablette. Alors, et ça, c'est toujours très révélateur. Moi, quand je réussis à lire un album en numérique et que je sors pas de la lecture, vu mon expérience de lecteur professionnel, ça en dit beaucoup. Ça veut dire que l'album fonctionne et que donc Va l'objet bien. Ouais. papier va. Et donc, c'est ça. J'imagine qu'au niveau de ce sujet-là, le patrimoine religieux au Québec, j'imagine que tu as dû faire des recherches ou en tout cas visiter des églises ou en tout cas, Oui. j'imagine que ça a quand même représenté un gros, gros travail en amont. Oui, ben, faut savoir que moi, je suis pas arrivé dès le départ de ce projet-là. C'était un autre dessinateur qui était prévu, mais qui a dû quitter le projet là, pour des raisons personnelles. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivé, le gros de la recherche était déjà fait. Ce qui fait que ben, j'avais des photos de Isabelle sur lesquelles me baser, mais Mhm. j'ai quand même tenu là, à visiter certains lieux parce que je me doutais que c'était des lieux qui allaient être un peu chargés et qui allaient être des, des lieux un peu inhabituels. Tu sais, là, je pense notamment aux deux réserves, la réserve de l'Oratoire Saint-Joseph, puis la réserve Ouais. du diocèse de Montréal, qui est l'endroit où ils entreposent les objets religieux, que ce soit les statues, les reliquaires, toute la quincaillerie, là, les calices et les tabernacles, si tu me permets. Oui, Euh, oui. donc, euh, donc si souvent c'est dans des genres de sous-sol, il y a, il y a un côté quasiment Indiana Jones là, d'aller là, parce que aussi c'est que tu as beaucoup de statues qui sont mal en point. Donc, il y a vraiment une ambiance vraiment très particulière. Fait que ça, je tenais à y aller pour être présent moi-même, pour être capable de rendre compte de l'étrangeté un peu de ces lieux-là. Et ensuite, ben, l'enquête a comme évolué en cours de travail et ça fait que j'ai accompagné Isabelle dans quelques visites, notamment à Grande-Bay. Fait que ça a été aussi, tu sais, je pense que j'aurais pu le faire en me fiant juste sur les photos, mais j'aurais vraiment perdu beaucoup de justement, c'est quoi le feeling d'être là. Puis, ben, je pense, moi, mon apport comme dessinateur, comme BDiste, c'est de rendre compte de ces ambiances-là. Fait que, souvent, les photos prises par quelqu'un d'autre, en plus, ben, tu l'as pas, tu sais. Donc, je tenais vraiment à aller moi-même sur place, là. Ben, c'est fort réussi, Francis, parce que le lieu est vraiment incarné. On sent le lieu. Et c'est souvent ça aussi le problème en bande dessinée, c'est que surtout spécifiquement, là, on n'est pas du côté de la fiction, on est vraiment dans le documentaire, dans le reportage. Si on n'a pas un sens du lieu, ben, je veux dire, ça fonctionne pas. Ça Hum, hum, hum. fonctionne pas du tout. Et
Et j'ai beaucoup aimé, bon, évidemment, le fait que Isabelle Larreau fait beaucoup de visioconférences, le fait que, par exemple, toi, comme auteur de bande dessinée, tu te dis, ah tiens, le chat va servir de fil d'Ariane, va amener du mouvement. Parce qu'il y a ça aussi dans ton travail, Francis. Et ça, c'est pas. Je pense pas que c'est étranger à ton travail en animation. C'est-à-dire que quand on te lit, il y a toujours il y a le sens du lieu, mais il y a aussi le sens du mouvement. Et le sens du mouvement qu'on retrouve aussi beaucoup chez Guy Delisle. Et donc, l'idée du chat qui se promène, qui nous fait circuler dans les cases, qui fait vivre tout ça, ce qui peut sembler anodin, tout à coup devient vraiment essentiel. Et, euh, et ça aussi, ça contribue justement à ne pas nous sortir de l'hypnose de lecture comme lectrice et lecteur. Ouais, puis Il y a aussi une trouvaille, et là, il fallait que je te pose la question, étant un grand fan du cinéma de Woody Allen. Je sais pas si tu me vois venir. Il y a un picker, parce que là-dedans, oui. en fait, il est Ah, question. OK. Ouais, tu me vois venir, hein? Oui, 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 là, oui. Il est question d'espèces de revendeurs qui sont appelés les pickers, c'est-à-dire qui se pointent dans les églises qui ferment, vont se saisir d'objets qui vont aller revendre après à des collectionneurs ou à des musées ou en tout cas à des institutions. Et là, pour garder le picker anonyme, tu as décidé au niveau graphique de lui biffer le visage comme si tu l'avais effacé. Ouais, Et là, ouais, moi, ouais. quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser au film Deconstructing Harry Oui, de Woody Allen avec Robin Williams, qui est l'acteur hors foyer. oui, 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 oui. C'est drôle. C'était pas conscient. Je dirais, quand j'ai commencé ça, ce procédé-là, j'ai pas réfléchi à ça. Est-ce que l'idée m'est venue en cours de route? C'est pas impossible, mais en tout cas, je m'en rappelle pas. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Tu sais, moi, en plus, je pense que c'est un de des bons Woody Allen que j'ai aimé, là. Ouais, Je pense que c'est le dernier de sa période vraiment bonne, là, tant qu'à tout à moi, fait là. d'accord. Ouais. Puis oui, cette idée-là du bonhomme flou. Mais c'est surtout que j'avais pas de photo de lui, puis il voulait pas qu'on le reconnaisse. Fait que, tu sais, il y avait aucune chance, anyway. Fait que- puis je me disais, ah, ça pourrait être ça. Puis en plus, je travaillais au plomb. C'était la première fois que j'ai fait une bande dessinée entièrement au crayon de bois. Ah bon, OK. Euh, puis, fait que le plomb, ben, ça s'efface, tu sais. Fait que je me suis dit, ah, ben, puis en plus, comme quand tu y vas avec un crayon un peu plus gras que du HB, là, j'y allais Ouais. avec du 4B, ben, quand tu commences à effacer, ça laisse des grosses traces noires avant d'effacer. Fait que je me dis, ah oui, ça peut donner un effet qui est trippant, là, tu sais. Fait que ça, je suis assez content, là, de cet effet-là qui fonctionne assez bien, là, Ah dans ce oui, cadre-là. c'est une super trouvaille. Puis encore une fois, pour moi, là-dedans, ça distille aussi un pan important de ta production, c'est-à-dire l'aspect expérimental. Hein. Tu es un auteur qui aime expérimenter. On n'a qu'à penser à la guerre des arts. Mhm. Et par la suite, tes collaborations avec Alexandre Fontaine-Rousseau, donc les premiers aviateurs, la conquête du cosmos, où là, tout à coup, il y a cette espèce de dialogue, de jeu formel avec la bande dessinée. Et ça, c'est une trouvaille. Moi, je dois te dire que j'ai éclaté de rire dans mon sofa quand je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, mais quelle brillante idée. Parce que c'est ça, c'est que ça nous permet aussi, c'est que ça permet d'amener de la profondeur à l'œuvre, euh, puis oui, de la profondeur puis de la dimension. Euh, Puis c'est pas un gadget, là. C'est pas quelque chose qui arrive, on fait ah tiens, Francis Desharnais fait de l'esbrouffe. Non, non, c'est vraiment incarné. Donc, Ben, je voulais vraiment saluer ce travail-là. ah, ben merci. Ça, c'est ça, ça fait partie des idées, des procédés qui, je pense, rendent ce livre-là le fun à lire, tu sais. Ouais. Euh, de le de l'humidifier un peu, là, de le rendre, c'est ça, de rendre la lecture agréable, surprenante, et qui fait que le propos coule bien, tu sais, puis Ouais. qu'on puisse bien suivre les différentes étapes de l'enquête, là. D'autant plus, et ça, on peut quand même pas passer à côté de ce fait-là, c'est-à-dire que l'album paraît alors que
je veux dire, là, on est dans une espèce au niveau sociétal, avec les instances gouvernementales en place, là, je parle notamment au provincial, avec la CAQ, où là, on veut vraiment sortir l'aspect religieux de la vie des gens. Il y a comme une espèce de psychose autour de ça. Ouais. Il y a aussi le fait que, bon, ben, la religion catholique, hein, on n'est pas sans savoir que, ben, on sort beaucoup de terribles secrets du placard. Donc, mais en même temps, quand on lit l'album, on se rend compte à quel point, et je pense que c'est ce qui en fait l'intérêt puis la puissance de l'album aussi, c'est que tout le savoir-faire artistique, les statuettes, les vitraux, tout ça, c'est beaucoup issu de l'immigration, des gens qui sont venus, des Néo-Québécois qui sont venus donc d'Italie et qui ont poursuivi ici leur travail, qui ont transmis leur savoir et est-ce qu'il n'y a pas meilleure manière que de s'intégrer dans une société quand on y contribue? Et je trouve qu'on aurait tort de passer à côté de cet album-là sous prétexte qu'il ne faut plus parler de religion au Québec. Oui, puis je suis tout à fait d'accord. Je trouve il y a une, tu sais, il y a de l'hypocrisie dans l'espèce d'affirmation identitaire qu'on a, tu sais. Mhm. Euh, ben, je dis je veux pas m'inclure là-dedans, là, mais euh, qu'on qu'on peut voir là, dans les différents médias. Euh, je trouve que d'un côté, on dit, on est au Québec site, faut pas accepter ce qui vient de l'étranger, faut prendre soin de notre monde, on est des Québécois, blablabla. Puis de l'autre côté, ben, un truc aussi fondamental euh, que le patrimoine, OK, dans toutes ces déclinaisons, que ce soit les bâtiments ou les petites statues de plâtre, ben, ça fait partie de notre identité, ça. Euh, et même si ça nous déplaît, tu sais, et même si on aimerait tourner la page, je pense pas que c'est en balançant tout par la fenêtre que Mhm. ça va régler nos problèmes. Au contraire, tu sais. Euh, Fait que moi, c'est ce que j'aimais de ce projet-là, tu sais. C'était d'explorer une zone, euh, cette espèce de zone qui, souvent Isabelle, elle va parler de jeter le bébé avec l'eau du bain, tu sais, Oui. dans le sens où on ne veut plus avec raison que l'Église ait le moindre mot à dire dans notre manière de gouverner, certes. Mais toutes les traces de cette histoire-là qui remonte au début de la Nouvelle-France, ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, là? On peut pas, justement, tu sais, si on veut comprendre par quoi on est passé, il faut quand même qu'il nous reste de quoi de toutes ces années-là, tu sais. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que la partie, quasiment la dernière partie, là, justement, la partie où il y avait, à partir du 20e siècle, où la production d'objets religieux était en plein essor. Toute cette partie-là, c'est comme si on n'y accorde aucune importance, puis on, on la laisserait aller comme ça, alors que, ben non, mais comme tu dis, tu sais, ces statues de plâtre-là, oui, elles sont nombreuses, mais elles ont une histoire. Elles viennent de gens qui sont issus de l'immigration, principalement italienne. Mhm. Elles étaient partout dans toutes les églises du Québec. Euh, elles sont elles sont pas inintéressantes, là. Donc moi, c'était un peu ça le pari du livre, là, puis c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce projet-là. Il y a aussi que dans ce type d'ouvrage-là, de l'enquête ou du reportage dessiné, euh, le sujet souvent prime sur le reste. Et donc, souvent, c'est fait, ou en tout cas, ce qu'on reçoit, nous, c'est qu'au niveau du dessin, souvent, c'est un dessin beaucoup plus jeté, beaucoup plus
comment je pourrais dire? C'est pas forcément du dessin très, très chargé. Euh, et t'en parlais tantôt, souvent c'est des têtes qui discutent, ou alors on va planter le décor, on va faire, par exemple, si on va planter le décor, puis après, on va y aller le plus épuré possible, justement pour mettre en lumière le sujet. Et encore une fois, je trouve que dans ton travail, tu as vraiment réussi à maintenir un équilibre qui fait que c'est pas. Des fois, c'est un peu générique le dessin, c'est un peu quelconque, puis il est vraiment au service du texte. Alors que là, moi, je trouve que ton travail est au service de la lecture. Et il y a vraiment là une nuance qui prend tout son sens. Donc, moi, la question que j'aurais envie de te poser, c'est comment tu as abordé ça, la planche, dans ton travail? Comment, au niveau du dosage, de l'approche picturale, du trait, euh, comment tu as décidé d'opter pour cette esthétique-là précisément et à quel point ça a pu ou non représenter un défi? OK. Ben, moi, ça fait plusieurs fois que j'en parle. J'ai le désir de dérigidifier mon trait, tu sais. Je trouve que mon trait à l'encre noire est encore trop rigide à mon goût, tu sais. J'aimerais ça qu'il soit beaucoup plus spontané, plus libéré, tu sais. Euh, Puis là, pour ce projet-là, j'avais aussi l'ambition d'augmenter mon niveau de dessin. Parce que là, je me disais, oh là, je vais avoir à dessiner de l'architecture, je vais avoir à dessiner des statues, donc des personnages, des figures avec des proportions plus justes que, Mhm. mettons, Burkett ou Fille indigne, mettons, tu sais. Euh, Puis c'est un peu là que le choix du crayon de bois est arrivé. Parce que moi, j'aime bien l'esthétique crayon de plomb. Euh, en tout cas, quand j'en crois, je trouve que justement, ça permet quelque chose de peut-être plus naturel pour le dessinateur. Parce que tu sais, moi, je fais souvent mes crayonnés au crayon de bois. C'est un médium tu sais, que je maîtrise comment je peux dire, que je maîtrise la base, mais après ça, faire un album, faire un livre au complet au crayon de bois, au crayon de plomb, c'est quand même au graphite, en fait, c'est pas du plomb, là. Ouais. Mais je parle de au graphite. euh, ben, je me disais, ben là, justement, c'est peut-être une belle occasion de faire des trucs plus spontanés, de laisser des zones un peu plus floues, mais qui rendent le dessin plus vivant. Euh, Fait que c'est un peu tout ça que j'avais en tête, cette espèce de mélange de spontanéité et euh, de meilleurs dessins techniques à la limite, là, tu sais. J'imagine aussi que le fait de dessiner des intérieurs d'église t'a nécessairement été confronté à travailler ou à aborder la perspective beaucoup plus dans ce travail-là. Est-ce que je me trompe? Ah, tout à fait. Ça a été quelque chose qu'il fallait bien rendre, là. Il fallait pas essayer de tricher le moins possible. C'est quand même pas de quoi d'évident, la perspective, là. J'en arrache encore, là. Mais là, pour ça, je me suis dit, ben, OK, là, ça, c'est une belle occasion de me driller, là, comme on dit, puis d'en faire plusieurs pour éventuellement devenir plus à l'aise là, avec cette technique-là. En tout cas, tes perspectives fonctionnent. Moi, je peux te le confirmer. Yes. Merci. J'apporte toujours une attention très, très particulière à ça parce que c'est le genre de truc, moi, qui me fait décrocher de la lecture. Parce que Ah tout à ouais? coup, oui, parce que le, le, corrige-moi si je me trompe, Francis, mais pour moi, le défi d'une autrice ou d'un auteur de bande dessinée, c'est de maintenir l'hypnose de lecture. Donc, de faire en sorte qu'à aucun moment, Hmm. l'œil envoie l'information au cerveau, qu'est-ce que je regarde, où dois-je aller. Il faut que ce soit impeccablement fluide. Ouais. Puis même, j'ai envie de dire, moi, c'est pour ça que tu sais, je vais être souvent plus sévère quand je lis un style réaliste. Euh, Parce qu'un Oui, ça. style réaliste, je trouve que tu vois un bras qui est mal proportionné, puis tout de suite, comme tu dis, ça te fait décrocher. Parce que Ouais. là, tu penses à, ah, ok, mais là, ce dessin-là, il marche pas très bien, tu sais. Fait que là, ça gâche ta lecture parce que tu veux pas ça comme auteur, tu veux pas qu'il. Fait que, tu sais, c'est pour ça que
c'est entre autres pour ça, tu sais, je trouve que ce livre-là, je suis allé un poil plus loin dans le réalisme des proportions. Euh, je, je suis content en général. Il y a quelques cases que je me dis, oh, tu sais, ça aurait pu être mieux, mais je pense que ça va encore. Puis ben, la perspective, je peux comprendre que ça fasse décrocher. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Paul Bordelot, que j'appelais mon docteur perspective, parce que des fois, OK? quand j'étais embêté, ben, j'ai envoyé des dessins, des croquis, des propositions. Puis là, il regardait ça, puis il me dit, ah ben, il y a peut-être ça que tu pourrais faire demain, puis blablabla. Puis ça m'a aidé aussi d'avoir quelqu'un là, qui pouvait me venir, venir à mon secours. Hey, mais ça, c'est vraiment particulier parce que j'ai l'impression qu'à Québec, en tout cas, il y a une plus grande circulation puis une plus grande entraide entre collègues. Tu sais, par exemple, tu parles de Paul Bordelot qui est un Chopin, qui est à la Shop à Bulle. J'ai enregistré un épisode du balado avec lui où on en parlait justement de l'émulation, des échanges. Je sens moins ça à Montréal. Il y a eu des tentatives. Il y a eu la Maison de la bande dessinée sur Saint-Hubert pendant des années, mais je sais pas pourquoi. Je trouve que Québec, je sens un esprit de corps. Tu sais, le fait que tu décides de contacter Paul Bordelot par amitié puis par respect, puis de dire Hey Paul, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je trouve ça admirable. Oui, ben écoute, je saurais pas te dire pour Montréal, là. À mon avis, il y en a aussi. Ouais, je dis pas qu'il n'y en a Il y a pas, des mais je petits. sens vraiment qu'à Québec, il y a comme un. Ben, Il y a le milieu est plus petit, hein? Fait que, on se connaît encore plus, puis ouais. on se croise quand même fréquemment. Donc, dans des événements de bande dessinée et autres, Paul, je le croise vraiment partout. Puis, ouais, c'est ça. Faut que tu t'entendes bien aussi avec la personne pour lui demander des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à Québec, ben, le fait qu'on est moins nombreux, mais encore là, tu sais, comme là, mettons, toute la gang de Nick à Feu, je commence à peine à les croiser puis à les connaître, tu sais. Fait que ça, c'est comme la nouvelle génération, j'ai envie de dire, là, ils sont très dynamiques, puis ils sont partis en grande. Fait que c'est vraiment le fun à voir aller. Fait que ça, c'est. Oui, puis ils viennent recruter, eux, hein. Ils ont recruté Paul Bordelot, justement, Ouais, pour notamment. le deuxième numéro de leur collectif. Donc, Ouais, ouais. et eux sont vraiment implantés à Québec et Oui, ils veulent vraiment faire briller la région aussi, que ce soit tant au niveau des auteurs qui, au sommaire de leur livre, que à proprement parler dans les récits. ouais, ouais. Ah ouais, non, vraiment, c'est vraiment super ce qu'ils font, là. Les deux recueils sont vraiment de très, très haute qualité, là. J'ai hâte de voir la suite, là. Et on parlait de Paul Bordelot. Je ne sais pas si tu as eu la chance de lire son plus récent album qui vient tout juste Oui, de paraître, Au revoir New York. C'est oui, oui, oui. Majeur. Ah ouais. wow! Hein? Ouais, ouais, ouais. Non, vraiment, il se passe de très, très belles choses. Puis je trouve qu'il se passe de très, très belles choses à Québec. Il y a comme Ouais. une. Bon, avec la maison de la bande dessinée, Mhm. avec. Je sens vraiment une effervescence. Et bien que je me sois éloigné de Québec en quittant Montréal pour Matane, c'est drôle, étonnamment, même si je me suis éloigné au niveau du kilométrage, j'ai l'impression de sentir davantage cet effet-là d'ici. Ah, c'est l'Est du Québec. Ouais, C'est c'est l'effet vaste, hein? Est du Québec. Euh, je parlais du fait que tu es un auteur très, très versatile et productif. Cette saison-ci, tu collaborais également au livre Moteur de recherche qui est publié aux éditions La Presse. Je n'ai pas eu la chance de le feuilleter, mais bon, Mathieu Dugal, c'est aussi quelqu'un de très, très allumé. Donc, tu fais des collaborations comme illustrateur. Euh, tu produit également des fanzines, des zines, et ça, je tiens à le tenir. Donc, en marge de ta production, et là, j'utilise les guillemets officiels, euh, tu poursuis tes expérimentations. C'est notamment le cas de ce qui devient une série, Les Dentiers de Carcassonne, que tu fais en collaboration avec Fred Lebrasseur dans le cadre d'un événement. J'aimerais que tu me parles un peu de l'importance de cette production hors piste-là, puis à quel point ça influe sur ta production dite officielle. Officiel, ouais.
Ben, je vais commencer avec les dentiers de Carcassonne parce que, pour expliquer brièvement, c'est en gros, c'est un spectacle à la base. C'est un spectacle où moi, je dessine en direct et Fred euh, est mon scénariste. Donc, on est sur scène et puis Fred, c'est quelqu'un comment je peux dire, j'ai envie de dire très surréaliste, Oui, autant lui que dans ses créations. C'est quelqu'un que je connais depuis vraiment longtemps, là, depuis 95, 1995, 96, en tout cas. Ça fait un bout qu'on se connaît, qu'on a collaboré. On a fait beaucoup des films d'animation ensemble. On a fait beaucoup des shows, des spectacles d'animation en live où je dessine dans un logiciel, puis je crée des genres de petits gifs animés ouais, pendant 15 minutes et que lui joue des percussions, de la batterie et de la musique, tout ça. Euh, puis là, on l'a fait beaucoup pour l'animation. Puis là, j'avais envie de peut-être un peu plus l'amener dans mon univers qui est celui de la bande dessinée. Puis, on avait entendu dire que quand ils ont fait l'Incal, Moebius et Jodorowsky mimait, puis il parlait du scénario, mais à Moebius en lui disant, OK, ben là, il se passe ça, puis là, il va avoir telle affaire, puis Moebius, lui, il prend des notes, il fait des croquis, puis après ça, il va faire l'Incal, tu sais. Donc, il n'y a pas de il y avait comme pas tant de manuscrits écrits à la machine. Genre, première case, c'était l'affaire. Deuxième case, hmm, John DeFool dit ça. Troisième case. Fait que c'était un espèce de truc organique où il s'agit d'attraper au vol les idées d'un autre. Fait qu'on on part de ça. Donc, on est sur scène. Fred me dit, OK, ben là, moi, je veux raconter telle histoire. OK, je veux qu'il se passe ça, ça, puis ça. Fait que là, je dis, OK, c'est beau, Fred, mais là, mettons, première page. Comment qu'on commence ça? Est-ce qu'on commence ça avec un plan d'ensemble? Qu'est-ce que tu veux qu'on voit au début? Fait qu'il y a vraiment un échange, je trouve, qui, qui, pour le spectateur, peut être très didactique et ludique dans la mesure où Fred étant complètement sauté, c'est toujours drôle, tu sais, quand il fait ça, mais en même temps, on voit bien c'est quoi le travail, dans le sens que, ben, il faut découper une première page, comment qu'on la découpe, quel plan de vue qu'on utilise, les dialogues, ça va être quoi? Est-ce qu'on prend des gros plans, des plans éloignés? Est-ce qu'on prend plongée, contre-plongée. Fait que moi, je pose toutes ces questions-là, puis après ça, ben, je me dis, OK, c'est beau, je vais partir, je vais faire cette page-là. Fait que pendant que je fais une page, là, quand je dis page, c'est un demi 8,5 par 11. OK. C'est tout petit, là. C'est 100% du format du fanzine, là. Ah, Donc, d'accord. Wow. oui, donc 8,5 par 5,5. Fait que c'est tout petit. Fait que là, moi, je peux quand même partir. Je fais le dessin. Pendant ce temps-là, Fred, lui, soit qui interagit avec la foule ou il joue de la musique. Fait que ça me permet d'aller quand même plutôt rapidement. Et c'est ce qui fait que le spectacle avance comme ça. Puis ça peut durer entre 4 et 6 heures. Le premier recueil ça avait pris 5 heures et quart à faire. Fait que c'est quand même long, mais les gens, les spectateurs peuvent entrer, sortir quand ils veulent. Là, sont pas piégés là, tu sais. Euh, Fait que ça, pour moi, tu sais, j'en ai fait beaucoup, là, justement, tu sais, j'ai fait de l'impro BD, j'ai fait toutes sortes de trucs en live, mais je trouve que celui-là, c'est un peu l'aboutissement qui montre c'est quoi ce travail-là, c'est quoi que ça demande. Là, c'est des tout petites pages, mais ça donne une idée que sur des plus grands albums, ben, ça demande une somme de travail considérable, tu sais. Fait que, euh, Fait que ça, c'est pour les dentiers. Après ça, l'autre projet que j'ai parlé, que j'ai continué, qui s'intitule l'Eulf. Oui. Ben, ça, c'est encore là, c'est de l'improvisation. Je discutais, on parlait de Claude Gauvreau, justement, avec Mathieu Arsenault, qui est un écrivain, poète de Montréal. Ah, Puis, un brillant type, là, faut le dire. Là. oui, Faut oui, lire oui, Mathieu Arsenault. Là. tout à fait, tout à fait. Wow. Ouais. Puis, on en est venu à un moment donné, dans la discussion, on parlait souvent que euh, quand on aborde, au Québec, quand on aborde un genre, notamment la science-fiction, c'est souvent par le biais de la parodie.
c'est comme si on n'était pas capable de faire de la science-fiction dite sérieuse Mhm. avec notre façon de parler, avec notre accent, tu sais. Mhm. Euh, Puis moi, ça m'a comme allumé sur quelque chose. Ah, tu sais, c'est quand même vrai. Tu sais, mettons, dans une galaxie près de chez vous, c'est de l'humour. Ouais, Tu sais, Motel Galactique, c'est de l'humour, tout ça. ouais. Puis je me dis, oh, serais-tu capable, moi, de faire un truc sérieux, tu sais, en québécois, sérieux, avec une ambition? De science-fiction à grand déploiement. Puis c'est un peu comme ça que j'ai abordé le travail. Puis ça, c'est vraiment de l'impro, dans le sens que je sais pas, d'une page à l'autre, bon, j'ai une idée vague de vers où je m'en vais, mais je fais pas j'écris pas de scénario, je fais pas de prédécoupage, j'y vais direct au crayon au feutre. Puis tout va au fur et à mesure, tu sais. Euh, puis justement, encore là, c'est dans une volonté d'avoir un trait plus spontané. Aussi, Mhm. je me suis dit, OK, là, il faut que toutes les traces de travail, les erreurs, je les laisse. Donc, si j'écris de quoi, puis que je me rends compte que, oh non, c'est pas ce mot-là que je voulais écrire, je le barre, puis je continue à côté, mais je ne cache pas les mots raturés, tu sais. Euh, pour le dessin, des fois, j'utilise du liquide paper, mais j'ai décidé de scanner en ton de gris, ce qui fait que on va voir le liquid Ouais, paper. On va voir, ouais. il reste là, tu sais. Fait que puis en plus, il y a un côté un peu art moderne dans le truc, donc je me dis, ah ben, tu sais, ça, ça fit. Fait que, tu sais, j'aime vraiment beaucoup ça. Là, j'ai complété le troisième chapitre là, Yes! qui va sortir sous peu. Euh, après, fait que c'est ça. C'est toutes des expérimentations. Puis, où est-ce que ça va me mener? Euh, ben, j'ai comme un projet qui va être mon prochain grand projet, que j'ai envie de dire un peu comme la petite Russie, qui est un projet que ça fait vraiment longtemps que j'ai en tête, puis que je me dis, OK, non, mais là, il faut vraiment que j'aille le dessin que j'ai toujours rêvé d'avoir, puis que j'aille, parce que, bon, c'est un livre qui va parler beaucoup d'art aussi, puis il faut que le visuel soit à la hauteur de ce que je veux raconter. Fait que tu sais, tous ces essais-là, ces essais et erreurs-là que j'ai fait depuis depuis quasiment 20 ans, euh, j'espère pouvoir être en mesure d'un peu rendre compte de tout ça dans cet éventuel projet-là, mais qui sortira peut-être pas avant 3 4 ans, là, tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça, c'est un peu un- c'est une démarche, là, j'espère une progression, tu sais, j'espère toujours m'améliorer. J'ai toujours l'impression que moi, je reviens à la bande dessinée, tu sais, même si Hmm. j'y reviens officiellement depuis 2008, là, ça commence à faire longtemps, tu sais. Mais, tu sais, mettons, le reportage en bande dessinée, j'avais toujours voulu en faire. Puis là, quand la pastèque m'a approché, je me dis, ah, ben, c'est une belle occasion. Puis c'est un sujet qui peut m'apporter beaucoup, qui peut être intéressant. Fait que, tu sais, ce qui fait aussi que, tu sais, j'ai peut-être pas une œuvre des plus. Tu sais, c'est pas une ligne droite, tu sais. Euh, Souvent en art, des fois, t'as des gens qui ont une esthétique déjà très affirmée, Ouais, puis ils vont la poser ou ils vont créer avec de nouvelles choses, tu sais. Et évidemment, ça change, tu sais, mais ça va peut-être moins du coq à l'âne. Alors que moi, je me permets un peu plus d'aller du coq à l'âne, là, tu sais. De faire un livre qui parle de l'Abitibi dans les années 40 euh, avec un style, ben, avec mon style. Et puis après ça, de faire un livre sur Claude Gauvreau pour les enfants avec de l'encre de couleur, puis d'avoir des mises en page beaucoup plus éclatées que pour la petite Russie, tu sais. Bon, tu vas me dire, Gauvreau,
Gauvreau, Refus Global, ça c'est 1909. Et c'est les années 40 aussi. Les Fait années qu'il 40, ouais. Ouais. y a un lien, mais bon, tu sais, je pense qu'il y a quand même. Tu sais, je pense que La Petite Russie puis Claude Gauvreau, c'est deux trucs très différents, là, tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça. J'aime explorer, j'aime m'amuser avec ce médium-là qui, je trouve, a vraiment beaucoup de choses à offrir, mais euh, c'est ça. Le but, c'est de s'amuser, tu sais. Euh, je dis souvent, c'est pas assez payant pour qu'on se fasse chier, là. Fait que aussi bien vraiment, aussi Ouais. bien vraiment s'amuser, puis faire ce qu'on a envie de faire et, explorer. Tu sais, moi, c'est de quoi que j'aime vraiment beaucoup, là. Ben, donc, j'en reviens à ce que je disais d'entrée de jeu, c'est-à-dire que c'est toujours une surprise. Quand on a le nouveau Francis Desharnais entre les mains, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est où nous amène-t-il ce coup-ci? Mm. Et c'est ça, moi, que je trouve passionnant parce que, effectivement, tu aurais pu creuser un sillon, puis t'en tenir à ce sillon-là, mais il y a quelque chose. Ça en revient à l'aspect ludique dans ton travail, je trouve. Et puis, c'est pas de l'ordre de l'hyperactivité, je pense que c'est de l'ordre de la curiosité chez vous. C'est-à-dire bon, j'ai fait ça, maintenant j'ai envie d'explorer autre chose, d'aller ailleurs. Et tu sais, je veux dire, tu pourrais très bien faire du Francis Desharnais, là, fort des différents succès que tu as eus au fil. Tu pourrais faire que du Burkett ou tu pourrais faire que de la Petite Russie ou du Gauvreau. Alors que à chaque fois, j'ai l'impression que le nouveau livre est la somme de tous les précédents, puis que ça nous amène justement ailleurs. Tu sais, on parlait un peu plus tôt de ton fanzine de ta série L'Eulf. Moi, Francis, je suis un grand, grand fan de cette série-là et j'espère qu'elle va se poursuivre longtemps parce que là, on a l'impression d'être assis devant un musicien jazz qui dit, bon, moi, je pars quelque chose, puis suivez-moi. Et en même temps, il y a tout le côté Inception aussi, je trouve, dans cette série-là. C'est-à-dire que je trouve ça hypnotisant de lire cette série-là parce que justement, on est tellement dépaysé. Il y a quelque chose d'inquiétant, il y a quelque chose de déstabilisant. Il y a dans le dessin quelque chose de tellement vif, comme dont tu parlais plus tôt, qu'on est vraiment suspendu à ton crayon. Et ouais, vraiment, j'ai envie de te poser la question, mais est-ce que potentiellement ça pourrait faire l'objet, l'œuvre, d'un album ou en tout cas d'une compilation ultimement? Ben, je, je connais pas l'avenir. Honnêtement, c'est pas mon but. Euh, Tu sais, le dessin est quand même vraiment, vraiment autre chose, là, tu sais. Ouais. Euh, c'est vraiment du premier jet. C'est souvent un peu tout croche. Euh, mais, tu sais, je sais que, tu sais, je sais qu'il y en a qui seraient intéressés, tu sais. Ah Euh, ben moi je lève la qui main parce seraient. qu'il y a quelque chose euh, de sauvage et de brut dans ton travail ouais, et là tu vas peut-être trouver que si je vais très très loin, mais je viens de relire les premiers Fantastic Four par Jack Kirby et Stan Lee. ok. Et bon, puis Kirby explose la page, il expérimente, il cherche comment mettre en image, il développe une grammaire visuelle. Euh, et j'ai retrouvé ça. En lisant Kirby, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ton l'œuvre puis à faire ah ouais, fait que dans le fond, même si au niveau graphique c'est très très différent, là, on s'entend, il y a cette volonté là, je trouve, dans l'immédiat, dans le jeté, dans le brut, dans tiens, je vous en mets plein la gueule, puis arrangez-vous avec ça. Ouais, ouais. Ouais, j'ai Puis, trouvé que l'Earth et les Fantastic Four, les débuts de Fantastic Four de Kirby, il y a vraiment ok. une parenté. Ouais. Ah, faudrait que je regarde ça. Je connais malheureusement pas très bien là, l'histoire du comic book, donc il Ben, c'est faudrait sûr que ça que... c'est daté, ça a très très mal vieilli, surtout au niveau narratif, parce que Stanley, dans sa manière de raconter puis de remplir le phylactère, les dialogues ne peuvent pas. Là, je veux dire, euh, mais si on regarde toute la part de Kirby, au niveau du dessin, puis au niveau de. Parce que c'est beaucoup lui qui racontait au final, là. Stanley passait derrière. Là. Euh, je trouve que cette fraîcheur-là,
OK. cette espèce d'abandon, qu'il n'est pas dans la retenue comme toi, il est pas dans le questionnement de est-ce que ce que je fais fonctionne? C'est non, je le fais. Mhm. Go. Je OK. solutionne en cours de route, je solutionne sur la page même. J'y vais. Puis Ouais, d'ailleurs, ouais. moi, je t'invite à jeter un coup d'œil là, dans les compilations, là, disons la troisième année des Fantastic Four, là, dans le coin des numéros 40, là, juste avant l'arrivée de Galactus. Parce que ce qu'il fait, Kirby, c'est qu'il utilise le collage, un peu comme Julie OK. Doucet. Ah ouais. Donc, il va OK. superposer, ou comme Dave McKean. Tu sais, Dave McKean, Ouais. forcément, il a lu Jack Kirby. Donc, c'est-à-dire qu'il va. Kirby superpose des images découpées de journaux, de magazines. Puis là, lui, il va dessiner par-dessus ça, je veux dire. Ah ouais. OK. Puis c'est du Marvel Comics de 1963-64, là. Ouais, ouais, ouais. Mais où sommes-nous? Puis de lire ça Exact. aujourd'hui, c'est encore immensément novateur. Puis j'ai retrouvé, moi, je retrouve cette fraîcheur-là OK. dans ta Ah, série ben, je vais Lost. regarder Puis ça. je tenais à te Ouais. le dire. Donc, j'espère qu'en parallèle de tous tes projets, tu vas poursuivre cette expérimentation-là parce que moi, je Ben, piaffe d'impatience de te lire. puis c'est un truc où j'assume mes influences. euh, Vraiment, tu sais, je me cache pas que euh, tu sais, c'est un genre de mélange de 2001 ou tu sais, de l'espace, de Akira puis de Claude Gauvreau, tu sais. Fait que, juste de me dire que je mélange ces trois affaires-là, ben justement, tu sais, ça me fait rigoler, euh, mais j'ai envie justement, tu sais, de faire un truc sérieux, tu sais. Oui, il y a de l'humour, euh, il y a de l'humour au travers, tu sais, parce que on dirait que je suis comme incapable de m'en empêcher, tu sais, mais j'essaye le plus possible de garder un ton, euh, un ton quand même, justement, c'est ça, sérieux. J'ai comme pas d'autres mots là, pour le décrire, là. Fait que, Ah non, c'est dépaysant, puis c'est à la limite inquiétant. Moi, quand j'ai terminé de lire le deuxième, tu te dis, OK, on s'en va où, là? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression vraiment d'être dans une contrée vraiment inconnue, là. C'est peut-être probablement ce que l'effet faisait à l'époque des débuts de la télévision avec Star Trek pour les ouais, téléspectatrices et ouais, ouais. téléspectateurs, là, de se dire, que se passe-t-il, là? Si on fait abstraction du carton-pâte puis des Ouais, ouais. costumes boboches, là. Mais, mais oui, donc, et c'est ça qui est passionnant, moi, je trouve, de te lire, Francis. On n'est pas obligé de te lire intégralement, mais quand on le fait, quand on se plie à cet exercice-là, je trouve que ça, vraiment, ça enrichit notre lecture, puis ça nous permet, à chaque nouvel album que tu publies, d'avancer avec toi dans l'exploration, dans le défrichage, dans le terrain inconnu, dru, Mhm. brut, arpenté, pentu, tu sais. Ouais. Puis tu sais, Ouais. je disais tout à l'heure que tu sais, j'ai pas, comme tu dis, j'ai pas tracé un seul sillon, tu sais. Mhm. Euh, Puis que j'aime aller dans différentes directions, mais je pense que si je regarde l'ensemble du travail que j'ai fait, je pense qu'on dégage quand même une- un- je pense qu'il y a quand même une œuvre qui se dégage de par, tu sais, pas mal tous mes livres vont prendre racine au Québec, tu sais. Euh, Ouais. ils prennent c'est toutes des thématiques qu'on a pu retrouver au Québec, que ce soit Burkett, Salomé les Hommes en Noir, Le Seigneur de Saint-Roch, même Hôtel Galactique. Euh, Puis de plus en plus, c'est un intérêt pour justement l'histoire de l'art au Québec, tu sais. Euh, Fait que j'ai l'impression que la cohérence dans mon travail, c'est là qu'elle se situe, tu sais. Tout à C'est fait. Ouais. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai un peu laissé tomber l'idée d'être publié en France, tu sais. Parce que j'ai comme pas envie de me plier à... Tu sais, s'ils prenaient mon travail intégralement tel qu'il serait, je dirais, ben, c'est pas impossible, mais s'il faut que je traite de sujets qui on trouve pas racine au Québec ou que le langage devrait être policé, ben, ça m'intéresse pas, tu sais. Hmm. Fait que, Mais en tu sais, même temps, je ça se fait, pense, hein, Francis. Tu sais, je t'entends dire ça, puis je peux pas m'empêcher de penser à Philippe Gérard qui, pour ses albums chez Casterman, Leonard Cohen, Gérard Boulle, oui, c'est des sujets intimement québécois. Tu sais, c'est vraiment. oui, oui, Mais c'est sûr qu'au niveau du langage,
ça peut être un enjeu, même si tu sais que Michel Ben, Abagliati ne retouche pas du tout ses textes là, pour l'Europe, puis ils non, mais il comprennent. Là. publie. Non, non, c'est ça, mais il publie au Québec aussi. Oui, Euh, voilà. Ouais. le succès qu'il connaît outre-Atlantique est dû au fait que la pastèque est distribuée en France, tu sais. Euh, mais c'est juste que, tu sais, je dis ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'étais en contact avec quelqu'un chez Spirou, puis j'avais soumis des trucs, ça n'avait pas marché. Un peu plus tard, je voulais. On était en 2015, je pense, j'avais proposé un genre de burquette, mais un peu retravaillé. Puis j'avais proposé à Dargo, puis à des trucs comme ça, tu sais. Et j'avais eu des refus aussi, tu sais. Fait que là, j'ai fait, bon, ben, de la merde, là. Moi, je vais faire mes affaires, puis tant pis pour vous, tu sais. Puis je pense que le danger de ça, pour moi, ça aurait été d'essayer de faire du franco-belge, tu sais. Ouais. Puis ça, tu sais, quand je repense au projet que j'avais soumis à Spirou, c'était un truc où j'essayais de faire du Spirou. Fait que c'était voué à être inintéressant, tu sais. Donc, c'est pour ça que ce que je creuse, moi, le sillon que je creuse, ça va être par rapport au Québec, par rapport au langage, par rapport à son histoire de l'art, tu sais. Donc, puis, tu sais, juste aussi pour revenir, pour ce qui est de l'œuvre, tu sais, on parlait de livres. Moi, il y a un truc que je me dis, au cinéma, ils vont souvent faire des remakes. Tu sais, un réalisateur va faire un remake d'un autre film qui a déjà été fait avant, alors qu'en bande dessinée, c'est pas quelque chose qu'on voit, tu sais. Puis, je me dis, moi, ça, l'œuvre, je serais ouvert à ce que quelqu'un d'autre le reprenne et le fasse à sa façon, tu sais. Et retravaille et fasse peut-être sans doute des plus beaux dessins, plus bons, tu sais. Mais c'est quelque chose que j'ouvre la porte à, tu sais. Si je fais un livre avec l'œuvre, je sais pas à quel point que j'aurais pas la tentation de retoucher des affaires, tu sais. Alors que je pense que l'intérêt du truc, c'est justement que c'est le côté brut du projet, tu sais, que ça soit très tel qu'il est, tu sais, tel qu'il est sorti, tu sais. Oui, Donc, puis c'est le plaisir aussi du fanzine, c'est-à-dire que oui, il faut l'attraper quand il passe. c'est ça, ouais. Sans faire de mauvais jeu de mots, j'en reviens au chasseur de trésors, mais ce coup-ci, c'est vraiment ça, le fanzina, c'est ça. Mhm. C'est de chercher à mettre la main sur le trésor avant qu'il nous passe entre les doigts, puis qu'on puisse Oui, oui, malheureusement oui. pas le lire. Ouais, Oui. tout à fait. Là, je suis en train de jongler avec l'idée de faire des fanzines numériques, donc qui seraient accessibles seulement par PDF, ce qui m'éviterait le côté impression, vente, envoi postaux, tout ça, là. Je sais pas à quel point je vais m'y rendre, là, mais en tout cas, j'ai un truc qui est sur le feu là, par rapport à ça, là. Tu poursuis aussi ta collaboration avec le magazine scientifique pour adolescents curieux. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est vraiment chouette. Est-ce que tes contributions mensuelles pourraient aussi un jour faire l'objet d'une compilation? Ben, il y aurait le matériel. Là, j'ai plus que 90 pages de stock. Euh, j'aimerais beaucoup ça. J'aimerais vraiment beaucoup ça. Je pense que je veux trouver le meilleur éditeur pour ça, tu sais, pour ce véhicule-là. Euh, on va voir, là. Je suis pas pressé en même temps, mais effectivement, c'est de quoi que j'aimerais qu'il existe parce qu'on me le demande, tu sais. Il y Ben a des oui, parce jeunes qui viennent que me voir puis ils me le demandent, tu sais. Fait que, oui, ta page mensuelle est éminemment sympathique. J'avoue que quand je mets la main sur un curium, la première chose que je vais lire, c'est ta page. Ah, ben c'est cool. Ouais. Eh bien, Francis, écoute, pour, euh, pour la suite des choses, vraiment, je te souhaite encore beaucoup d'inspiration parce que je nous souhaite, à nous, lectrices et lecteurs, de te lire encore très, très longtemps. Ah, Euh, ben. et bravo encore pour Chasseur de trésors qui paraît ces jours-ci à la Pastèque Atelier 10 avec Isabelle Larreau. Un travail remarquable d'enquête, certes, mais aussi au niveau graphique. Vraiment, tu mets à contribution tout ton savoir-faire et les possibilités multiples du langage de la bande dessinée.
Et c'est ce qui en fait une lecture passionnante. Francis Desharnais, bravo, merci beaucoup et longue vie à toi. Ben, merci beaucoup. Merci pour toujours agréable de jaser avec toi, de discuter. Donc, bonne suite des choses à toi aussi. Et on attend la suite de l'œuvre. Voilà, c'est dit. Yes. Pour suivre Francis Desharnais, rendez-vous au francisd.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.